Vous êtes sur la télévision Labari. Merci d'être avec nous pour un tour d'horizon de l'actualité dont en voici le sommaire. Le président de la République, chef de l'État, est satisfait du premier sommet États-Unis-Afrique de Washington, a-t-il confié à nos confrères de RFI. Pour quelles raisons? Hassan Saleh Moustapha nous fera le point dans quelques instants. 1500 tablettes numériques de la Fondation Orange en appui au projet de l'éducation numérique au Niger. Le protocole d'accord relatif a été signé par les deux parties. Voilà donc pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir, merci et bienvenue au journal. Le clin d'œil des États-Unis au continent africain riche de son sous-sol et au taux de croissance enviable de plus de 5%. C'était à travers le premier sommet États-Unis-Afrique de Washington du 4 au 6 août dernier. Le président de la République, chef de l'État, y a pris part et s'est dit satisfait au micro de RFI. Décryptage et analyse de Hassan Saleh Moustapha. Au terme du sommet États-Unis-Afrique, le président américain Barack Obama a annoncé une initiative pour la consolidation des armées afin de sécuriser les frontières africaines. Je pense que cette initiative permettra à ces pays de renforcer leur capacité de renseignement, leur capacité opérationnelle, puisque dans le cadre de l'initiative, les armées et les forces de défense et de sécurité, de manière générale, seront appuyées dans la formation, dans l'entraînement, dans leur équipement. Et j'espère que cette initiative permettra à l'Afrique de renforcer ses capacités de défense, parce que c'est pas normal, plus de 50 ans après l'indépendance, que nous soyons à sous-traiter notre sécurité, que nous soyons à assurer notre sécurité par procuration, si je peux dire. Il faut que nous soyons en situation désormais de faire face nous-mêmes aux menaces. Pour revenir aux crises que vous évoquiez dans les pays frontaliers du Niger. Au sud, le Nigeria, Boko Haram, c'est la région de Difa, je crois, qui est touchée. Comment faites-vous face? Il y a des réfugiés. C'est vrai que cette zone du lac Tchad qui est infestée par Boko Haram est une zone fragile. Moi, je fais même la liaison entre la dégradation de la situation sécuritaire dans cette zone et la dégradation de la situation sociale, parce que vous savez que le lac Tchad est en train de s'assécher et cela a une conséquence sur le plan social. Il y a eu certainement un appauvrissement, une paupérisation de la population dans cette zone et cela a été un terreau sur lequel s'est développé le terrorisme de Boko Haram. Maintenant, comment on y fait face? Récemment, il y a eu des réunions à Paris et à Londres également pour voir comment les pays de la sous-région vont faire face ensemble à cette menace en mutualisant leur capacité de renseignement et leur capacité de défense. Toutes ces mesures sont en train d'être mises en place. Ça, c'est pour le sud. Votre voisin à l'ouest, votre voisin malien, est aussi en crise. Il y a des négociations en cours. Quelles sont les conséquences sur le Niger? Et là encore, quelle réponse pouvez-vous apporter? La situation s'est relativement améliorée au Mali, après l'intervention Serval, après l'intervention aussi des forces africaines, puis maintenant dans le cadre des Nations Unies. Il y a de nouvelles autorités qui sont en place, qui ont engagé des négociations à Alger avec le mouvement armé du Nord Mali. On porte beaucoup d'espoir sur ces négociations qui ont cours en Algérie, parce que moi j'ai toujours considéré que la situation sécuritaire du Mali est une question aussi de sécurité intérieure pour le Niger. Parmi les frontières à sécuriser, celle de la Libye et les autorités nigériennes veillent beaucoup à cette partie du Niger. Je me rappelle au sommet du G8 à Deauville et j'avais attiré l'attention sur le fait que si on ne prend pas garde, la solution qu'on va mettre en place en Libye risque d'être pire que le mal. Je faisais allusion au risque de somalisation, je faisais allusion au risque que le pouvoir tombe entre les mains d'intégristes en Libye. Vous me disiez à l'instant que les pays d'Afrique ne peuvent pas sous-traiter leur sécurité 50 ans après les indépendances. En même temps, dans la crise libyenne, il y a peut-être une responsabilité internationale. Pour le cas de la Libye, je pense qu'il est urgent que le service après-vente qui n'a pas été fait après la disparition de Kadhafi puisse se faire. Notez que quand la décision d'intervenir en Libye a été prise, nous on n'était même pas au courant. On nous a mis devant le fait accompli. Et malheureusement, c'est nous qui en subissons leurs conséquences. Ceux qui sont à la base donc, de cette situation doivent contribuer à la réparer. Vraisemblablement, ce premier sommet États-Unis-Afrique a répondu aux attentes des dirigeants africains. En tout cas, le président de la République, Issoufou Mahamadou, quitte Washington satisfait.
Ce premier sommet États-Unis-Afrique, qui est le premier du genre, qui est donc un sommet historique, a vraiment répondu à mes attentes, parce que d'abord, le sommet a été précédé par un forum des affaires. Donc on sent qu'il y a une mobilisation, il y a une prise de conscience au niveau américain de l'importance économique de l'Afrique. En particulier, j'ai noté l'intérêt qu'il porte aux infrastructures. L'Afrique a besoin de routes, l'Afrique a besoin de chemins de fer, l'Afrique a surtout besoin d'énergie pour se développer. Et là, je constate qu'il y a un engouement. Avez-vous signé des contrats? Est-ce qu'il y a des engagements concrets? Alors, en ce qui concerne le Niger, j'ai eu des discussions avec des investisseurs qui sont intéressés à venir investir dans le secteur de l'énergie. On va déjà avec eux signer ce qu'on appelle des MOU. Donc, c'est un premier pas. Les discussions vont se poursuivre. Même ce matin, j'étais avec une entreprise américaine qui investit dans l'exploitation du charbon. Je pense que pour le Niger, c'est surtout dans le secteur de l'énergie qu'il y aura des investisseurs américains qui viendront au Niger. Le programme de sécurisation des frontières africaines annoncé par le président américain Barack Obama concerne seulement 6 pays en Afrique, parmi lesquels le Niger, pris en conduite par la Libye, le Mali et le Nigeria, 3 pays voisins déstabilisés par des attaques terroristes. Nous l'annoncions en titre dans le cadre du projet éducation numérique du gouvernement du Niger. La fondation Orange lui vient en appui, les bras chargés de 1500 tablettes numériques au bénéfice de 30 écoles primaires pilotes. Le protocole d'accord y afférent a été signé entre la dite fondation et le ministère de l'enseignement primaire, nous rapportent Nasser Dantofo et Ibrahim Abdou. L'opérateur de téléphonie mobile Orange, à travers sa fondation Orange Niger, dans son objectif d'œuvrer contre la fracture numérique et de mettre les technologies au service de tous, a signé un protocole d'accord avec le ministère de l'enseignement primaire pour la mise en place du programme éducation numérique. Ce protocole d'accord concernera une trentaine d'écoles primaires du niveau CE1 et CE2, ainsi que des contenus périscolaires. Orange compte contribuer efficacement à la diffusion de supports numériques dans le domaine de l'éducation. Ceci permet naturellement à un grand nombre de Nigériens d'accéder à des contenus numériques adaptés et gratuits, ce qui réduit considérablement le coût d'apprentissage tout en améliorant la qualité des supports. C'est pour répondre à cet objectif que le programme pluriannuel L'éducation numérique a été lancé par la Fondation Orange France avec 5 pays pilotes que sont le Cameroun, le Niger, Madagascar, Sénégal et la Tunisie. Pour l'année 2014-2015, c'est 30 écoles du Niger qui vont bénéficier de ce programme, soit 1500 tablettes offertes. Ce programme vise à familiariser les enfants avec les nouvelles technologies et surtout à promouvoir l'épanouissement dans l'éducation. Ceci permettra aux élèves d'améliorer leurs résultats scolaires à travers une méthode d'enseignement ludique par les TIC. Pour la ministre des Enseignements primaires, cette signature vient à point nommé et cadre parfaitement avec les attentes des autorités de la 7e République. Lors de son investiture à la magistrature suprême de notre pays, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, a fait de l'éducation la priorité des priorités nationales. En effet, il a décidé de la gratuité de l'éducation et de la scolarisation jusqu'à l'âge de 16 ans. Mieux, il a fait de la qualité des enseignements-apprentissages à l'école une préoccupation primordiale. Et dès lors, mon département ministériel n'a eu de cesse d'explorer toutes les bonnes initiatives tendant à privilégier la qualité des enseignements-apprentissages à l'école. À cet effet, le ministère mettra en œuvre dès la rentrée prochaine un projet dénommé Projet d'éducation numérique au Niger avec l'appui technique, financier et matériel de la Fondation Orange. Permettez-moi donc, Monsieur le DG de la Fondation Orange, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, et au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence M. Birji Rafini, de remercier tous les partenaires pour leur soutien multiforme au système éducatif nigérien et tout particulièrement la Fondation Orange. Notez qu'en plus du don de ce matériel, la Fondation Orange Niger prendra également en charge la formation de tous les enseignants et encadreurs de ces écoles pilotes à l'utilisation de ces équipements numériques.
Pour ainsi dire, avec Orange, la vie devient encore plus simple. L'association de défense des droits de l'homme spécialisée dans les questions de l'esclavage et de la traite des personnes, Timidria, se prononce par rapport à l'affaire des bébés importés. L'association déclare déplorer l'affaire et demande une gestion équitable du dossier. Écoutons. Nous voulons que ces dossiers soient traités avec professionnalisme, afin que ceux qui se rendraient coupables de cette affaire de bébés répondent de leurs actes. D'une manière générale, la question de traite des personnes doit préoccuper notre pays et toute l'Afrique de l'Ouest, où les réseaux criminels sont organisés pour s'adonner à de telles pratiques. En tant qu'organisation de la société civile, nous avons le travail d'éveil à faire pour protéger et sensibiliser les citoyens sur les méfaits de ces réseaux criminels de trafic humain et de tout genre. Je dis donc avec fierté et conviction que le respect des droits humains est incompatible avec cette nouvelle forme de trafic humain qui sont punis par nos textes internes qui sont entre autres la Constitution et le Code pénal. Récemment, le gouvernement a adopté l'ordonnance 2010-86 du 16 décembre 2010 portant sur la traite des personnes. L'article 3 de la présente ordonnance a pour objet de prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. 2. Protéger et soutenir et assister les victimes de cette traite en faisant respecter leurs droits fondamentaux. 3. Punir les trafiquants pour toute infraction relative à la traite. 4. Faciliter la coopération entre États parties et la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole additionnel visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants. La mise en œuvre des mesures visées au présent article s'effectue sans discrimination de sexe, de race, d'ethnie, de langue, de religion, d'opinion politique, d'origine nationale, régionale ou d'origine sociale, d'appartenance à une minorité nationale, de propriété ou de naissance. Un autre instrument juridique régional et international, la CDE, à son article 35, les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite des enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. Article 36, toujours de la même convention, les États parties protègent l'enfant contre toute autre forme d'exploitation préjudiciable et tout aspect de son bien-être. Donc, nous ne pouvons plus tolérer ce phénomène de bébés importés en dépit des progrès enregistrés des droits humains que des préjugés des pratiques analogues à l'esclavage continuent d'effacer la dignité humaine qui garantit la justice, l'équité pour tous, enlevant les disparités, les inégalités et l'exclusion provoquées consciemment ou non. Enfin, nous demandons une fois de plus au gouvernement de prendre des mesures pour faire respecter l'état de droit au Niger. Les auteurs et les co-auteurs de ces crimes doivent être démasqués, dénoncés, mais aussi punis conformément à la loi, toute la loi et rien que la loi. La sortie médiatique inopportune et inattendue de certaines personnalités politiques impliquées dans cette affaire nous laisse comprendre que quelque chose ne va pas, ou du moins une autre vision de la chose. Il faudrait qu'il y ait justice équitable dans le traitement de ces dossiers. Les cours de vacances, qui n'en a pas entendu parler? Pour dire simple, c'est une aide des enseignants aux élèves, une aubaine, un passage obligé pour des élèves ayant à cœur de faire des vacances, un tremplin de leur réussite pour la suite de leur cursus scolaire. Et la vieille initiative est en train, vous allez le voir, est en train de gagner en popularité et en efficacité. Une de nos équipes est allée voir et comprendre et nous en parle. En cette période de vacances, certains enseignants s'organisent pour les cours communément appelés cours de vacances.
et de plus en plus les élèves y accordent un intérêt. Au moment où certains élèves préfèrent aller en vacances, par contre d'autres ont choisi de rester suivre les cours. J'ai choisi de faire les cours de vacances pour préparer la rentrée scolaire 2014-2015. Les cours de vacances se passent bien parce qu'on comprend, on nous explique tout. C'est juste pour me préparer pour la rentrée. Tous les cours se déroulent bien, ils ont vraiment des professeurs qualifiés. Ils enseignent bien leurs cours. Vraiment, je comprends. Parce que maintenant, je comprends. Il explique vraiment. Il explique tout ce qu'on n'a pas compris. Et vraiment, je comprends. J'ai choisi de faire les cours de vacances pour mieux m'intégrer dans la nouvelle classe et parce que je passe déjà en 3e pour voir à quoi ressemble le programme et les matières et tout pour bien m'adapter quoi. Les organisateurs expliquent les raisons qui les ont poussés à organiser ces cours de vacances. Les raisons les plus importantes sont d'abord la baisse du niveau, ce n'est secret pour personne, et aussi vu les résultats vraiment des examens, nous avons quand même tenu à organiser les cours de vacances dans le but donc de renforcer le niveau de nos élèves. C'est surtout ça qui vraiment nous a poussé à organiser ces cours de vacances. Ces cours de vacances s'étaleront jusqu'en septembre pour permettre à ces élèves de mieux se préparer pour la rentrée scolaire 2014-2015. Reportage toujours, les motos comme moyen de transport à Niamey. Le phénomène prend de l'ampleur et marque la circulation routière. À côté, prolifèrent des ateliers de mécanique moto qui procurent de substantiels revenus aux jeunes qui en ont fait leur métier. Michel Djedi et Abouakar Souley nous amènent à leur rencontre. Suivons. Il n'y a pas de son métier, dit-on, même si la mécanique des deux roues n'en est pas un. C'est un métier qui requiert en effet de beaucoup de techniques, de concentration et surtout de réflexion. Des qualités qui font qu'elle constitue une discipline à part entière enseignée dans certaines écoles professionnelles. Aujourd'hui, avec le nombre croissant de motos de tout genre qu'enregistre la ville de Niamey, cette activité est devenue un rempart pour bon nombre de jeunes déscolarisés ou désœuvrés. C'est envers 1990 que j'ai laissé mes études. En commençant à faire mon boulot, j'ai commencé à avoir gagné quelques-unes de motos jusqu'à avoir 2 ou 3 motos. En tout cas, je me suis marié et puis j'ai des enfants dans mon boulot. Vraiment, je voyais que ça c'est très bien, magnifique boulot que je gagnerai dans mon mécanique. Moi, j'ai 33 ans dans cette activité. Je me suis marié dedans et grâce à elle, j'ai pu gagner ma propre maison. C'est un métier qui n'était pas bien exercé avant parce qu'il n'était pas considéré. Ce n'est qu'après que les gens se sont rendus compte de son importance. Cette activité qui nourrit bien son homme selon ses pratiquants connaît cependant une certaine gabégie depuis un certain temps. Il y a des réparateurs, beaucoup de réparateurs qui ne savent pas réparer parce qu'ils n'ont pas duré pour l'apprentissage, pour faire l'apprentissage pendant des années et ils préfèrent faire vite pour aller ouvrir un atelier de réparation alors que ce n'est pas comme ça. C'est ce qui amène tout le problème là. Maintenant, on peut avoir beaucoup de gens qui n'ont pas de diplôme. Vraiment, alhamdulillah, mais le problème c'est que à peine de Vraiment, Dieu merci. Notre seul problème, c'est avec nos apprentis qui n'arrivent pas à tenir. Ils nous quittent souvent en faisant à peine un an. Est-ce qu'ils peuvent ouvrir une moteur? Est-ce qu'ils vont une moteur ferrée?
Voilà. Donc tu vas avoir des couleurs à Rennes, c'est tout quand le cas semble quand tu patron. Avant, l'apprenti est obligé de bien suivre son patron. Mais aujourd'hui, les jeunes ont préféré donner la priorité à l'argent. Et c'est là que se trouve tout le problème. Le boulot de mécanique là, il faut que celui qui a son propre cerveau, qui travaille avec son propre cerveau, qui savent comment ça a été la moto. Parce que la moto, même si c'est un sou qui a fait entraîner à faire le mécanique là, dès que tu lui amènerais un moto, ils savent son problème de moteur. Mais il y a des gens qui, dès qu'ils ont à faire à peu près quelques-unes de 2 ou bien 3 mois chez leur patron, quelques-unes des problèmes qu'ils ont reçus contre leur patron, ils vont dire que en tout cas je vais aller ouvrir mon propre atelier. Ça, c'est pas une mécanique, tu as poussé de l'argent. À la différence du bricoleur, un bon mécanicien doit savoir diagnostiquer les pannes d'une moto et effectuer les réparations nécessaires. Des compétences qui nécessitent, comme dans les autres métiers, une maîtrise des b.a.-ba de la chose à travers un bon apprentissage capable de mériter l'estime et la confiance des clients. Fin de ce journal à retrouver à 22h45, vous le savez. En attendant, continuez à nous suivre. Le programme se poursuit. Au revoir.